Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous pour cette édition de 22h de ce 16 juin 2026 avec ses principaux titres. Face à la progression préoccupante de l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale, le président de la République a pris part à une réunion virtuelle de haut niveau réunissant plusieurs dirigeants africains. L'Arabie Djibouti célèbre la nouvelle année musulmane 1448. Djibouti s'est joint aux pays musulmans du monde entier pour célébrer cette date spirituelle majeure. Et sur le plan international, le président américain Donald Trump a annoncé des mesures en faveur de la réouverture du détroit d'Ormuz sans frais de passage. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. La lutte contre Ebola demeure une priorité pour les dirigeants africains alors que l'épidémie enregistrée en République démocratique du Congo suscite une vive inquiétude en raison de sa propagation rapide. Le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, a pris part ce mardi à une conférence virtuelle de haut niveau consacrée au renforcement de la riposte continentale face à cette menace. Mohamed Abdelrahman. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a pris part ce mardi après-midi à une réunion virtuelle de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains consacrée à l'épidémie de maladie à virus Ebola. Déclarée officiellement il y a un mois en République démocratique du Congo, l'épidémie suscite de vives inquiétudes en raison de sa propagation, jugée plus rapide que les capacités de riposte actuellement déployées sur le terrain. La rencontre a permis de dresser un état de lieu actualisé de la situation en RDC et en Ouganda, où des cas ont été signalés. Selon les dernières données officielles, la RDC compte 695 cas confirmés, dont 138 décès, tandis que l'Ouganda enregistre 19 cas confirmés, dont 2 décès. Les dirigeants africains ont également examiné les mesures à renforcer pour contenir la maladie, notamment dans l'est de la RDC, dans les provinces de l'Itiro, du nord du Kivu et du sud du Kivu. Les discussions ont porté sur le renforcement du dépistage, du traçage des contacts et de la surveillance épidémiologique, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux difficultés d'accès dans certaines zones touchées par les conflits. Outre le président Guelleh, président en exercice de l'IGAD, ont entre autres pris part à cette réunion le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président du Botswana, Douma Boko, le président du Comore, Azali Assoumani, le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang, et le président Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. À noter la présence également à cet événement du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Problématique de portée internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a participé aussi à cette conférence de haut niveau. Lors de sa participation aux travaux de cette réunion par visioconférence, le président de la République était assisté du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de la ministre de la Santé, Mme Mona Ousmane Adan, et ainsi que de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine. Et nous revenons sur les vœux du président à la veille de la célébration de la nouvelle année de 1448. À l'occasion de l'avènement du Nouvel An musulman 1448 de l'Hégire, le président de la République et son Excellence Mohamed Guelleh a adressé ses vœux de paix, de santé et de prospérité au peuple djiboutien ainsi qu'à l'ensemble des peuples musulmans à travers le monde. Dans son message, le chef de l'État a souhaité que cette nouvelle année hégirienne soit porteuse d'importantes opportunités, source davantage de paix, de développement et de prospérité pour Djibouti et pour toutes les nations sœurs musulmanes. Le président Guelleh a également rappelé la profonde portée historique et spirituelle de l'Hégire, événement fondateur de l'histoire islamique qui demeure une source permanente d'inspiration en matière de responsabilité, d'engagement et de persévérance. Soulignant ainsi les enseignements tirés de la sira prophétique, le chef de l'État a mis en avant les valeurs de résilience, de courage, de patience et de solidarité, considérées comme des repères essentiels pour faire face aux défis collectifs et renforcer la cohésion au sein des sociétés. L'Hégire est notre sainte religion, regorge de repères multiples et d'enseignements exemplaires favorisant l'acquisition d'une culture de résilience, de courage, de persévérance, de qualité indispensable pour relever les grands défis collectifs dans un esprit de cohésion et de solidarité, a déclaré en substance le chef de l'État. Enfin, le chef de l'État a formé le vœu que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la stabilité, du progrès, de l'espérance, priant le Tout-Puissant de préserver Djibouti et son peuple et de leur accorder davantage de paix et de sécurité et de prospérité.
À cette occasion, la République djiboutienne a célébré également aujourd'hui mardi, c'est le nouvel année égérienne 1448, une date majeure du calendrier musulman qui commémore le noble hégire du prophète, paix et salut soit sur lui, de la Mecque vers Médine, symbole de persévérance, de fraternité et de confiance en Dieu. Retour sur cette célébration, sur les enseignements qu'elle continue d'inspirer aux fidèles. À l'instar de l'ensemble du monde musulman, la République de Djibouti a célébré ce mardi l'avènement du nouvel an Al-Hijr 1448, une date profondément ancrée dans la tradition islamique et qui rappelle les valeurs spirituelles et humaines de la noble Hijr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette commémoration marque le souvenir d'un événement fondateur de l'histoire de l'islam ayant constitué un tournant décisif dans la mission prophétique et dans l'édification de la première communauté musulmane. À cette occasion, les institutions et administrations publiques et privées du pays ont observé une journée fériée en hommage à cette date bénie, symbole de foi, de sacrifice, de patience et de persévérance. Al-Hijr occupe une place particulière dans la mémoire collective des musulmans, au-delà du déplacement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de ses compagnons de la Mecque vers Médine. Elle représente le début d'une nouvelle étape dans la construction de la société musulmane, fondée sur les valeurs de fraternité, de solidarité, de justice et de confiance en Dieu. Dans son intervention à cette occasion, l'imam de la mosquée de Lota, Cheikh Jamal Ousleïe, a rappelé que le Hijr est intervenu après 13 années d'épreuves et de persécutions vécues par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons à la Mecque. Il a souligné que cette période illustre la détermination, la patience et le courage dont le prophète a fait preuve pour préserver et transmettre le message de l'islam. Le religieux a également insisté sur les enseignements majeurs de la sira prophétique, notamment la capacité à faire face aux difficultés, la fidélité aux principes, l'esprit de sacrifice et l'engagement en faveur du bien commun. Selon lui, la célébration du nouvel an Al-Hijr constitue une occasion de renouveler l'attachement aux valeurs de coopération, d'entraide et de construction d'une société plus solidaire. À cette occasion, Cheikh Jamal Ousleïe a adressé ses félicitations et ses meilleurs vœux au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, au peuple djiboutien ainsi qu'à l'ensemble des nations arabes et musulmanes, priant Dieu Tout-Puissant de faire de cette nouvelle année Al-Hijr une année de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité. La commémoration de la noble Hijr demeure ainsi un moment privilégié de réflexion et de renouvellement spirituel rappelant les valeurs universelles de foi, d'unité et de solidarité qui continuent d'inspirer les générations musulmanes. Et le grand format de cette soirée consacrée à la commémoration de cette nouvelle année égérienne 1448 qui est célébrée partout dans le monde par les musulmans. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Après 13 années de prédication à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons subirent de nombreuses épreuves. Hostilités, persécutions, boycott économique et injustice furent les moyens employés par les Qurayshites pour tenter d'étouffer le message de l'islam qu'ils considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leurs intérêts. Malgré ces difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura ferme dans sa mission, porté par une foi inébranlable à une confiance totale en la promesse divine. Un tournant majeur survint lorsque la délégation venue de Ya'trib rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam et adhère à son message. Les pactes conclus à 2 reprises consacrent leur engagement à les soutenir, à les protéger. À la suite de cet événement d'allégeance, Dieu autorisa les musulmans à immigrer vers la future Médine. Face au départ progressif des musulmans vers cette nouvelle terre d'accueil, les dirigeants de Quraysh prirent conscience du développement croissant de la communauté musulmane réunie à Dar al-Nadwa. Ils élaboraient un complot visant à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la volonté divine déjoua leur plan. Le messager de Dieu reçut alors l'ordre de quitter la Mecque, ouvrant ainsi un des chapitres les plus glorieux de l'histoire islamique.
Dans la nuit de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta discrètement son domicile après avoir confié, qu'Allah l'agrée, à Ali, la mission de restituer les dépôts laissés par leur propriétaire, accompagné de son fidèle compagnon, Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il emprunta un itinéraire inhabituel afin d'échapper à ses poursuivants. Les deux compagnons trouvèrent refuge dans la grotte de Taur, où il demeura 3 jours. Lorsque les poursuivants arrivèrent à proximité de la grotte, Abu Bakr al-Siddiq exprima son inquiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura alors par des paroles demeurées célèbres. « Que penses-tu de 2 personnes dont Dieu est le 3e » Illustrant ainsi sa confiance absolue en la protection divine, déterminé à retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites promirent une récompense de 100 chamels à quiconque parviendra à le capturer, vivant ou mort. Cette prime déclencha une vaste traque à travers le désert, mais malgré les recherches intensives, toutes les tentatives échouèrent et la protection divine accompagna le messager de Dieu tout au long de son voyage. Après plusieurs jours de marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Quba, où il fonda la première mosquée de l'islam avant de poursuivre son chemin vers Médine. À son arrivée, les habitants de la ville lui réservaient un accueil exceptionnel. Hommes et femmes et enfants sortirent en nombre pour célébrer son arrivée dans une atmosphère de joie, d'enthousiasme, immortalisée par les chants de bienvenue, transmis à travers des générations. Cet accueil marqua le début d'une nouvelle ère. Les musulmans passèrent alors d'une situation de persécution et de vulnérabilité à la construction d'une société organisée, d'un État fondé sur des principes de justice, de fraternité et de solidarité. L'hégire prophétique constitue ainsi un tournant majeur dans l'histoire de l'islam. Conscient de sa portée exceptionnelle, le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, choisit cet événement comme point de départ du calendrier hégirien, consacrant ainsi sa place centrale dans la mémoire de la civilisation musulmane. Diplomatie à présent, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel l'Arabie saoudite salue l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et appelle à la consolidation du dialogue régional. Alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour apaiser les tensions dans le Golfe, l'Arabie saoudite a salué une avancée majeure avec l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Prévoyant un cessez-le-feu immédiat et permanent dans un communiqué, l'Arabie saoudite a estimé que cette évolution représente une étape importante vers un règlement pacifique du conflit et le retour de la stabilité dans le Golfe ainsi que l'ensemble de la région. L'Arabie saoudite a également rendu hommage aux efforts de médiation et de facilitation engagés par plusieurs pays, notamment le Pakistan, le Qatar, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie, ainsi que les autres acteurs ayant contribué à rapprocher les positions des 2 parties concernées. Enfin, Djibouti a appelé les différents partis à saisir cette opportunité pour consolider un dynamisme de paix et de poursuivre les efforts en faveur d'une solution globale et durable fondée sur le dialogue et la retenue ainsi que la voie diplomatique. Accord entre Américains et Iraniens vers une désescalade après 109 jours de conflit. Après 109 jours de conflit entre les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Iran, un premier pas vers l'apaisement semble se dessiner. 9e jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le président américain Donald Trump a annoncé la signature d'un mémorandum d'entente avec Téhéran, affirmant que l'accord comprend l'engagement de l'Iran à ne jamais se doter de l'arme nucléaire, ainsi que la réouverture partielle du détroit d'Ormuz. Dans une publication, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis œuvreraient à la réouverture complète du détroit d'Ormuz sans imposer de frais de passage une fois les opérations de déminage et de sécurisation de la voie maritime achevées. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré ne pas être certain des détails de l'accord conclu entre Washington et Téhéran, tout en réaffirmant la volonté d'Israël de maintenir sa
présence dans la zone de sécurité au Liban. Du côté iranien, l'armée a annoncé son soutien à tout accord garantissant les intérêts nationaux, estimant que le respect des engagements de l'adversaire nécessite le maintien d'une position de force. Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour sa part souligné que la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, constitue un élément fondamental et non négociable du mémorandum. Le G7 également se focalise sur l'accord Amérique-Iran, la sécurité maritime et la stabilité énergétique. Réunis au sommet en France, les dirigeants du G7 se consacrent à une large part de leurs discussions aux récentes évolutions au Moyen-Orient, en particulier les évolutions de l'accord, ainsi que l'accord conclu entre les États-Unis et Iran, dont les persécutions pourraient être déterminantes pour la sécurité maritime. L'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale. Au cœur des débats figurent également les modalités de mise en œuvre d'un mémorandum d'entente signé entre Washington et Téhéran, ainsi que les conditions nécessaires d'une réouverture sûre et durable du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial de l'hydrocarbure. Les dirigeants examinent également les mécanismes de coopération internationale destinés à renforcer la sécurité maritime et à protéger la navigation commerciale et à rassurer les marchés face aux incertitudes liées à cette voie maritime essentielle. La stabilité énergétique demeure l'une des principales préoccupations du sommet. Les pays du G7 cherchent à prévenir toute perturbation des approvisionnements en pétrole et en gaz et à préserver l'équilibre des marchés internationaux dans un contexte encore marqué par des fortes tensions géopolitiques. Et sur le plan diplomatique, plusieurs responsables ont salué les avancées enregistrées entre Washington et Téhéran, estimant qu'elles pourraient contribuer à réduire les tensions régionales et à ouvrir la voie à une nouvelle dynamique de dialogue. Ils ont toutefois souligné l'importance du respect intégral des engagements pris par les deux côtés. Outre le Moyen-Orient, le sommet aborde d'autres enjeux majeurs tels que le commerce international, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'en matière première stratégique. Malgré les perspectives encourageantes, les dirigeants du G7 rappellent que la situation demeure encore fragile. Éducation à présent, l'innovation et la culture scientifique étaient à l'honneur. Au siège de Sans Fil, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé la cérémonie de clôture du concours Exposition des projets STEM. Dans le cadre de l'innovation scientifique et technologique. Cette initiative a réuni les élèves issus de 10 établissements scolaires participant au centre STEM du lycée de Djibouti et du lycée de Hodan. À cette occasion, les élèves ont présenté des projets innovants conçus comme des réponses à des problématiques concrètes de la vie quotidienne qu'ils ont eux-mêmes identifiées. Les deux centres STEM ont été équipés avec l'appui de l'ONG STEM Power, basée à 10 et partenaire du ministère dans la promotion de l'enseignement des sciences et de la technologie. Ces centres offrent aux élèves un environnement propice à l'expérimentation, à l'innovation, au développement des compétences du XXIe siècle à travers leur réalisation. Les participants ont mobilisé des compétences en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques pour proposer des solutions pratiques dans divers domaines tels que l'environnement, l'énergie, la sécurité, l'agriculture, la gestion des ressources ou encore l'amélioration du cadre de vie. Après la visite des stands et les échanges avec les élèves, le ministre a salué la qualité des projets présentés ainsi que l'engagement des jeunes participants. Il a souligné que cette initiative illustre parfaitement la volonté du ministère de promouvoir une éducation fondée sur l'innovation, la créativité, l'expérimentation et la résolution des problèmes. Le ministre a également félicité les établissements participants, les enseignants, encadreurs, les chefs d'établissement et les inspections générales pour leur contribution au développement de la culture scientifique et technologique dans les établissements scolaires. Présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ce projet est un rendez-vous qui a permis aux jeunes élèves de présenter des solutions innovantes conçues pour répondre à des problématiques concrètes de la vie quotidienne. Écoutons le ministre. Je félicite donc l'inspection générale, les inspecteurs qui ont vraiment initié ce projet. C'est sa première année
Et déjà, nous voyons que ce que nos jeunes sont capables de faire. Les jeunes sont vraiment très innovants, très dynamiques, très intéressés. C'est en fait les futurs cadres, c'est les futurs responsables de ce pays. L'école n'est pas seulement un espace où on vient apprendre des connaissances et puis après on s'en va. Donc c'est à nous, les adultes, qui devons donc vraiment créer l'étincelle, les motiver, les attirer, faire en sorte que l'école soit l'espace où ils viennent pour s'épanouir. C'est l'espace de créativité, c'est l'espace de dynamisme et de motivation. L'élève sera bien sûr le premier à venir. Vraiment, c'est tout un changement de paradigme qu'on doit opérer dans nos établissements scolaires. Un établissement où il y a un bien-être, sûr et certainement le rendez-vous est là. Donc vraiment, c'est très important, le bien-être d'un établissement et ces types d'activités, et des activités bien sûr qui intéressent et qui attirent beaucoup de gens, comme les activités sportives et culturelles. Donc nous, notre réflexion au niveau de l'inspection générale, c'est comment arriver à tirer les jeunes vers l'école et que l'école soit vraiment l'espace d'épanouissement. Parce que c'est l'établissement qui doit influencer l'extérieur. Santé à prison, dans le cadre de son engagement constant en faveur de la santé et de la protection de la petite enfance, le ministère de la Santé a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, une opération majeure destinée à protéger les enfants de moins de 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Prévue jusqu'au 18 juin 2026, cette campagne couvre l'ensemble du pays ainsi que dans les régions de l'intérieur. Cette cérémonie officielle lancée s'est déroulée au polyclinique Dr Abdoulaye Inan, ainsi en présence des responsables du secteur de la santé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs communautaires mobilisés autour de cette initiative. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Ali Khari, directeur régional de la région sanitaire, Daoud Ahmed Ali, coordinateur du programme élargi de vaccination, ainsi que le docteur Mokhtar Mohamed Omar, responsable de santé de l'UNICEF, M. Hussein Youssouf Darar, ainsi que Abdelaï Samod, directeur de la promotion de la santé, ainsi que la docteure Faiza Mustafa, médecin-chef par intérim de la polyclinique. Les femmes leaders, les représentants communautaires, ainsi que les élus locaux du quartier se sont rassemblés pour prendre part à cet événement majeur. C'est bien dit, je ne veux pas ajouter sur les détails, mais il faut savoir que la poliomyélite est une maladie qui est potentiellement mortelle, mais aussi paralysante. Actuellement, à Djibouti, il y a quelques cas et notre objectif, c'est de l'éradiquer. Et votre participation nous sera d'une très grande aide. Nous serons dans les quartiers, nous serons avec vous. Veuillez nous accueillir, Inch'Allah. Nous allons à présent suivre l'intervention du responsable de santé de l'UNICEF, suivi du représentant de l'EMS à Djibouti. De la compagnie VPO, donc le vaccin bivalent à Djibouti. Cette activité, comme partout dans les districts de l'intérieur et au niveau de Djibouti-Ville et au niveau de Balbala, cette activité aura lieu du 14 au 18 juillet. L'objectif principal est de pouvoir vacciner le round 2, donc c'est-à-dire le deuxième tour de la vaccination et de la riposte contre les polio à Djibouti. Nous espérons, notre cible est de vacciner 155 000 enfants à travers 5 jours et on aura différents process de vérification. En compagnie, avec une mission conjointe de l'UNICEF, nous remercions cette activité, le ministère de la Santé, de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir vacciner nos enfants à Djibouti. Nous sommes ici pour le lancement de la campagne contre la poliomyélite. La poliomyélite, c'est vraiment une maladie handicapante. C'est une maladie qui va handicaper l'enfant toute sa vie. Et le vaccin est vraiment le seul moyen et le moyen le plus sûr d'arrêter cette épidémie. À Djibouti, comme l'a dit mes précédents, Dr Hussein et les médecins-chefs, il y a quelques cas qui circulent. Et vraiment, il faut arrêter. Pour arrêter, ce n'est pas seulement l'OMS, les ministères, l'UNICEF, mais c'est aussi les mamans, les parents. Il faut que les parents nous aident à vacciner les enfants. Un enfant vacciné est un enfant qui est protégé. Protégeons nos enfants, sauvons nos enfants. À ce propos, nous allons écouter pour plus d'éclairage M. Daoud Ahmed Ali, coordinateur du programme élargi de vaccination, sur ses propos.
L'objectif de la campagne, les enfants cibles, a été déjà dit par mes prédécesseurs, je ne vais pas revenir. Un point important que je vais rajouter, il s'agit d'une campagne avec les vaccins contre la polio bivalent qui est déjà dans la routine. Ces vaccins, et non seulement c'est une campagne de vaccination supplémentaire pour renforcer l'immunité des enfants, mais également pour booster le PEV de routine. L'idée maintenant, comme nous a dit, la polio, la meilleure manière de se protéger contre cette maladie, c'est de donner suffisamment de doses aux enfants cibles moins de 15 ans. C'est dans cet objectif-là que nous ciblons beaucoup plus d'enfants de 0 à 5 ans, vraiment malgré les conditions climatiques, avec la participation de la communauté qui est avec nous, nous sommes convaincus que nous allons atteindre cette cible. Donc l'idée vraiment, c'est de protéger nos enfants. Nous sommes dans une période estivale où beaucoup de familles vont se déplacer dans les pays limitrophes où les cas de polio sévissent. Donc il est important de leur donner une protection pour pouvoir les protéger. Donc ce campagne s'inscrit dans ce cadre et nous demandons à la participation des uns et des autres pour qu'on puisse atteindre la cible et atteindre l'objectif. La créativité littéraire de la jeunesse djiboutienne a été récompensée lors du concours pour les nouveaux auteurs. Le Centre régional francophone pour l'Afrique, CREFA, de l'Organisation internationale de la francophonie a abrité lundi 15 juin la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du concours de nouvelles pour jeunes organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Parmi les 10 œuvres en compétition, le premier prix a été décerné à Khéria Moussa Bouh pour sa nouvelle fantastique L'enfant des deux mondes. Asma Hassan Nour a remporté le deuxième prix avec L'introvertie incomprise, tandis que Rahma Mohamed Saïd s'est classée 3e grâce à son écrit L'écho du silence. S'exprimant à cette occasion, le président de l'UPF de Djibouti, Kennedy Ibrahim, a salué la qualité des textes présentés et a réaffirmé la volonté de l'association d'encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs djiboutiens. Désormais, en tout cas, qu'il est depuis que sa directrice, de manière très active, organise et promeut la littérature francophone ici à travers différents événements, que ce soit la dictée, l'événement de ce jour, des représentations théâtrales également. Je crois qu'au-delà du CREFA, on peut dire aussi que Djibouti est une grande scène de la littérature francophone, en tout cas l'est de plus en plus à travers ces différents auteurs qui s'expriment à leur manière, avec leur cœur charnel de Djiboutiens, qui font vivre à leur manière aussi la langue française et la littérature francophone ici. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on voit qu'il y a une relève. Il y a la vieille garde qui assume ses responsabilités et qui transmet. Et elle le fait avec réussite, puisqu'il y a une relève et des jeunes qui écrivent avec talent. Et c'est vrai que les nouvelles, c'est aussi un exercice, l'écriture de nouvelles, qui permet peut-être aussi de se lancer. Après les propos de l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, nous allons suivre l'intervention de la directrice du Centre régional de la francophonie pour l'Afrique, la docteure Rénie Yotova, pour cette journée de récompense. Avant toute chose, je souhaite remercier les organisateurs de ce concours, en particulier l'Union de la presse francophone qui l'a initié, l'Institut français de Djibouti. Je salue cet engagement constant en faveur de la langue française, de la lecture et de la création littéraire qui permet à des jeunes talents de s'exprimer et de faire entendre leur voix. Grâce à cette mobilisation commune, la littérature francophone continue de vivre, de se renouveler et de se rassembler. Et je dirais, en tant que représentant de la francophonie, que ce sont ces voix qui enrichissent la littérature francophone, qui la font vivre et qui l'enrichissent de leur diversité, de leurs accents, de leur imaginaire, de leur lexique aussi spécifique. Voilà, donc on est ravis de les avoir aujourd'hui ici. Ces éditions qui sont devenues un concours et un rendez-vous majeur pour les jeunes passionnés d'écriture et un véritable espace d'expression permettant de relever les futurs talents sur les scènes littéraires djiboutiennes. À ce propos, écoutons le directeur de l'UPF.
Le concours de nouvelles, nous l'avons initié il y a 4 ans, bientôt, en 2023. On est à la 4e édition. Cette cérémonie est avant tout une fête. C'est une fête de la littérature, de la créativité et de la jeunesse. Elle est la preuve que malgré les mutations de notre époque, les mots continuent d'inspirer, de faire rêver et porter des aspirations d'une nouvelle génération d'auteurs djiboutiens. Cette année encore, 10 jeunes talents ont répondu à notre appel. À travers leurs textes, ils ont abordé avec sensibilité et maturité des thèmes aussi variés que l'identité, la solitude, les blessures invisibles, la résilience ou encore la quête de soi. Je voudrais exprimer ma gratitude aussi au Centre CREFA de la francophonie qui nous a bien soutenus à travers Madame Réni Yotova qui est très engagée dans ce domaine de la créativité et pour faire briller la francophonie à Djibouti. C'était donc l'intervention du président de l'Union de la presse francophone. Nous allons à Tadjoura de ce pas, lutte contre la contrebande. Une nouvelle saisie importante de 4 dans la région a été saisie. Les services des douanes poursuivent leurs opérations de contrôle et de lutte contre les trafics illicites. Une équipe mobile de la brigade des douanes de Tadjoura, dirigée par Ismail Ali-Chidé, a procédé à la saisie d'une importante quantité de 4 estimée à 7803 kg dans la sous-préfecture de Dora. Cette opération a été menée avec l'appui des forces de la police de la région Tadjoura. Les moyens de transport utilisés pour cette activité de contrebande ont également été saisis, tandis que les trafiquants ont réussi à prendre la fuite. À la suite de cette intervention, le directeur général des douanes a salué l'engagement et la mobilisation de l'ensemble des équipes impliquées, notamment les agents des douanes de Tadjoura, les forces de police nationales ainsi que les éléments des forces des armées nationales de la région, placés sous le commandement du colonel-major Ali Chihilma. Cette opération illustre la détermination des autorités à renforcer la lutte contre la contrebande et à protéger les frontières nationales. Et de là, nous passons dans l'actualité hors de nos frontières, notamment un séisme qui a secoué l'Indonésie. Un puissant séisme a frappé l'Indonésie, provoquant ainsi des fortes secousses dans plusieurs régions du pays, mobilisant les services de secours pour évaluer les éventuels dégâts. D'une magnitude estimée de 6,7, le tremblement de terre a suscité l'inquiétude des habitants, dont plusieurs ont quitté précipitamment leurs habitations et bâtiments par ces mesures de sécurité. Selon les premières informations, les secousses principales auraient duré plus d'1 minute, entraînant des mouvements particulièrement intenses. Le séisme a été suivi par plusieurs répliques significatives, mais n'a provoqué aucun dégât humain ni matériel communiqué. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie et pour votre confiance.